Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans la vidéo de la non-objectivité. Parce que si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment, vous savez mon amour profond pour Paul Thomas Anderson. Donc cette vidéo, je vous préviens tout de suite, ne sera pas objective puisqu'on va parler de Une bataille après l'autre, One Battle After Another. L'histoire, nous allons suivre Pat, qui est un révolutionnaire, qui est follement amoureux de Perfidia, qui fait partie d'un groupe de résistants révolutionnaires qui se nomme les French 75. Et ils font des petites opérations un peu à gauche et à droite pour faire valoir leurs idées, principalement autour de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, parce que bien évidemment c'est là qu'il y a le plus d'inégalités, c'est là en fait qu'on peut faire des choses qui marchent. Et rapidement, les deux entretiennent une relation amoureuse, et sans trop en révéler, tout ça va être bouleversé du jour au lendemain lorsque, lors d'une opération, Perfidia va faire un peu n'importe quoi. Et je ne vais pas en dire plus, parce que sinon ça serait trop en révéler sur le script. Et pour en parler avec moi, quel plaisir de te retrouver, mon cher Kevin. Ça faisait si longtemps. Ça fait quoi? Ça fait... Je sais pas. Ça fait 6 mois, je crois. C'était sur quoi le dernier? Ben, c'était sur Alto Night. Oh. T'as vu ça? Je crois que c'est mars. Je crois que c'est début mars. Donc Un je bon crois qu'on film. est quasiment sur 6 mois. Bah, On est sur un meilleur film. Là. on est sur un truc différent. Le seul lien étant peut-être Martin Scorsese, puisqu'après Robert De Niro, on passe à DiCaprio. C'est le vrai. seul lien qu'on peut faire. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Et ouais, j'ai passé un bon moment dans le film. Je serais peut-être plus objectif que toi, Oh, même, je pense. même si j'aime beaucoup Paul Thomas Anderson, Magnolia faisant partie de mes films préférés. Et puis quelques-uns qu'il a pu faire après. Il y a 2-3 Mais, films à son actif qui, je crois, sont pas trop mal. Juste 2-3. petits films. Des tout petits films. Hein. Mais ouais, globalement, j'attendais beaucoup de ce film. Ben, je pense qu'on attendait beaucoup tous de ce film parce que, mine de rien, le long métrage, donc ça va faire pas si longtemps que ça qu'on en entend parler, même si pour ceux qui sont vraiment fans de Paul Thomas Anderson, ça fait plusieurs années qu'il revendique vouloir à nouveau faire une histoire originale et notamment une histoire avec plus d'envergure parce que Licorice Pizza, il s'en est jamais caché, c'était un film plus léger, presque il l'avait revu comme un premier film, comme une manière de refaire du cinéma, un peu comme au début pour Hard Eight. Et là, il avait envie de faire un film avec beaucoup plus de messages, beaucoup plus d'impact, un film beaucoup plus politique aussi, notamment dans tout ce qu'il véhicule derrière. Et au début, ça devait être donc une adaptation de Vineland de Thomas Pynchon. Le film a l'air d'avoir encore des filiations avec ce livre de Thomas Pynchon, même si maintenant Thomas Pynchon n'est plus du tout crédité au générique, si ce n'est dans les remerciements de Paul Thomas Anderson. Et sinon, bah, on est sur un script 100% original, avec un casting tout de même en majorité fait de nouvelles gueules dans le cinéma de Paul Thomas Anderson, à part Sean Penn qu'on avait déjà vu dans Licorice Pizza, mais sinon c'est que des nouvelles gueules. Avec un DiCaprio quand même qui peut ajouter à sa longue liste des cinéastes cultes Paul Thomas Anderson maintenant. Donc il est quand même en train de se faire un sacré CV. Donc après, bande-annonce, tuerie, concept fou. Comme vous avez pu l'entendre, l'histoire vraiment c'est une histoire simple, mais une histoire qui avait l'air d'avoir de l'envergure, du poids et de la puissance dramatique. Et je ne vais pas en dire plus et je vais me tourner vers toi Kevin et te demander ce que tu en as pensé de cette bataille après l'autre. Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Je t'avoue que le film tombe à pic parce que j'étais en train de me dire que, bon, quelques exceptions près, parce que il y a quand même certains films qui m'ont beaucoup marqué cette année, mais je l'ai trouvé un peu terne cette année, cinéma. Je trouvais que 2025 c'était plus l'année des séries que des films, en ce qui me concerne. J'ai pas tout vu évidemment, mais je dirais qu'à part Évanoui, Substitution, tout ça, j'ai pas eu de gros coups de cœur cette année, et du coup ça m'a un peu rassuré. Et ouais, non, j'ai beaucoup aimé et la réalisation et le sujet du film, sur lequel on reviendra, je pense, mais et puis surtout l'interprétation, parce que Paul Thomas Anderson est un super directeur d'acteurs et d'actrices. Donc on retrouve vraiment des interprétations, que ce soit les parties du casting qu'on connaît moins, enfin que ce soit Infinity, Chase Infinity, Oui. qui joue la fille de DiCaprio dedans, qui est pratiquement une totale inconnue, je crois. Ah bah quasiment, ouais. Hein. Ouais. Et du coup, qui est magnifique dans le film. Enfin voilà, ou que ce soit des acteurs plus confirmés comme Benicio del Toro, Sean Penn ou DiCaprio. Je trouve que tout le monde arrive à tirer son épingle du jeu, et honnêtement, enfin,
le film, il brasse beaucoup d'émotions différentes. Il est assez stressant, enfin assez oppressant. D'ailleurs, on reviendra sur la musique qui ajoute vraiment ce truc-là pendant tout le film. Il est assez émouvant. Là où je ne l'attendais pas forcément sur ce terrain-là, sur Licorice Pizza, je trouvais c'était quelque chose qu'il avait un peu retrouvé dans son cinéma. Mais sur ce film-là, je pensais pas qu'il allait revenir encore un peu à ça. Et puis, très drôle. Moi, j'ai beaucoup rigolé devant ce film. Voilà. C'est un film riche. Moi, c'est comme ça que je le qualifierais. C'est un film qui arrive à nous faire ressentir énormément de choses. C'est un vrai voyage. Je trouve, personnellement, que c'est la version réussie d'Inherent Vice. Inherent Vice, c'est un film avec lequel j'ai toujours eu du mal dans la filmographie de Paul Thomas Anderson parce que je trouve qu'il y a plein d'idées, mais je le trouve très bizarre. C'est un film qui se veut gonzo, clairement. C'est souhaité parce que déjà, il y a l'écriture de base, qui vient donc de Thomas Pynchon, qui est très particulière. C'est une écriture voilà, qui est très spontanée et qui est très dans l'instant. Donc, c'était compliqué à adapter au cinéma et je pense qu'avec Inherent Vice, il a voulu proposer un film qui soit assez expérimental et qui reste une prouesse technique et visuelle assez hallucinante, mais qui en termes d'écriture peut sembler un peu maladroit ou trop étrange. Et je trouve que dans Une bataille après l'autre, il a réussi à trouver cet équilibre entre l'étrange et le concret. C'est un film qui pose très bien sa base, qui a un prologue qui, je trouve, est exceptionnel de maîtrise et d'intensité. Enfin, formellement, c'est parfait. Cette partie-là, elle est juste géniale, elle est dynamique, elle est rythmée, elle est intense, elle est prenante, elle nous fait traverser plein de choses. Et elle arrive à résumer parfaitement la situation de ces personnages en voilà 20 minutes avant de nous plonger dans une histoire qui va durer encore 2h20 derrière. Donc moi, j'étais halluciné. Et derrière, comme tu l'as dit, c'est un film qui brasse énormément de genres. C'est un film qui fait rire, c'est un film qui touche, c'est un film qui fait pleurer, c'est un film qui nous tend, c'est un film qui est bourré d'action. C'est la première fois réellement, je pense, que Paul Thomas Anderson fait de l'action pure. C'est-à-dire, il y a vraiment des scènes qui sont des scènes de course-poursuite, des scènes de tension, des scènes qui ont un vrai crescendo et une vraie montée en puissance. Et j'étais vraiment en train de me dire, c'est surprenant de sa part qu'il y ait ça au sein de ce film, mais encore une fois, il démontre qu'il maîtrise tous ces éléments-là. Et au-delà de ça, encore une fois, c'est le côté un peu à l'ancienne. Je trouve que Paul Thomas Anderson, il fait du cinéma comme fait un Tarantino, comme fait un Scorsese. C'est du cinéma un peu old school. On sent qu'il privilégie vraiment les effets plateaux, qu'il veut du style qui soit présent à l'image. Enfin, je repense à cette intro, moi, où il y a ces feux d'artifice en arrière-plan pendant qu'il y a l'évacuation des otages. Moi, à ce moment-là, j'étais en train de me dire merci. Merci en 2025 de m'offrir une séquence comme ça. Et tout du long du film, c'était comme ça. J'étais en train de me dire c'est riche, c'est dense, c'est prenant, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma. Et c'est ce qui me plaît dans Une bataille après l'autre, c'est que je suis ressorti vraiment en ayant des étoiles dans les yeux et en me disant waouh, quelle aventure. Ouais, ouais, complètement. Puis, non, comme tu dis, il a beaucoup de. Enfin, c'est vrai que c'est un budget qui est. Enfin, en l'occurrence, sur ce film-là, lui, il est plutôt habitué, Paul Thomas Anderson, à des budgets à plutôt 10-15 millions de dollars, je dirais. Enfin, je dis ça comme ça, mais je pense pas trop. Ce qui est énorme, hein, mais pas plus élevé. Et là, il doit avoir 150 millions de dollars. Je crois qu'il a un sacré budget sur ce film-là. C'est entre guillemets son blockbuster, c'est le premier vrai blockbuster, entre guillemets. Alors, il a 3 grosses têtes d'affiche, tout ça. Peut-être qu'il y a un peu d'argent qui est parti là-dessus, mais il y a quand même. Le film, il traduit beaucoup de ses moyens aussi. Comme tu dis, il y a les feux d'artifice, il y a les courses-poursuites, il y a les trucs, il y a des explosions et tout. Et le film, il justifie toujours ce budget en fait. Tout à fait. Il est généreux. Il est généreux. Limite, il le justifie plus que certains Marvel. Oh, je vois pas ce que tu veux dire. Ant-Man 3. Oh non, voyons, non. Mais ouais, clairement. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Ouais. Donc, Paul Thomas Anderson seul a écrit ce script, ça ne change pas, comme d'habitude. Honnêtement, je ne saurais même pas par quel bout prendre la base de script. En fait, ce que je trouve génial, c'est qu'il a réussi à en faire un film très politique, sans sombrer dans le pamphlet anti-Trump. Mais c'était un petit peu ma crainte parce que j'avais vu quelques reviews qui commençaient un peu à sortir en disant que c'était un film anti-Trump, que c'était un film qui gueulait sur... Alors ce que je trouve très intelligent, c'est que ça n'est pas un film justement anti-Trump, c'est un film qui est anti une certaine idée de l'Amérique. Donc c'est la grande richesse et la grande, je trouve, lucidité de Paul Thomas Anderson, c'est de ne pas bloquer son film dans une temporalité qui serait trop figée. C'est au contraire de parler de thématiques et de sujets qui traînent aux États-Unis depuis 30, 40, 50, 60, 100 ans quasiment.
et de le faire avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de clarté, et à la fois de simplement se centrer sur une petite histoire, et en même temps de raconter une grande histoire, de s'amuser aussi de certains trucs. Enfin, c'est rigolo, mais il y a des moments, ça va peut-être te sembler bête, mais j'avais vraiment l'impression de voir une version un peu burlesque et déjantée de No Country for Old Men. Mm. Dans le sens où il se situe un petit peu dans les mêmes cadres. Il y a même carrément une route, je crois que c'est la même que celle qui est utilisée dans No Country for Old Men. Et j'étais en train de me dire, bah, c'est un peu la même histoire, parce que derrière, on a un grand groupe de vieux blancs un peu pourris qui vont demander à des tueurs à gages ou des militaires d'aller traquer un homme et sa fille pour essayer de faire en sorte de rééquilibrer une forme de balance par rapport à une secte révolutionnaire, enfin ce qu'ils considèrent eux comme une secte révolutionnaire, qui a essayé pendant un certain temps de faire en sorte que des migrants débarquent aux États-Unis, alors qu'aujourd'hui il faut remettre en place la suprématie blanche. Enfin, tu te dis, c'est déjanté, mais est-ce que c'est si déconnant par rapport à l'Amérique dans laquelle se trouvent justement les Américains actuellement? Mais en fait, effectivement, c'est pas un film à proprement parler anti-Trump, parce que déjà d'une, il n'est pas cité, que c'est un peu plus complexe que ça, je dirais. Mais par contre, il s'inscrit, à mon avis, dans un cinéma qui commence à émerger de films de l'ère Trump. Ah bah c'est sûr. Avec Eddington, tout ça, il y a quand même, à mon avis, des passerelles un peu avec Eddington, le côté un peu western, moderne, etc. Le truc qui parle quand même d'une Amérique qui n'arrive pas à se parler. Mm. Et puis, je trouve que peut-être que dans 10-15 ans, on se dira, enfin, comme on parle des films post-11 septembre ou post-Watergate, etc., que, avec un peu de recul, on verra, à mon avis, ces films-là un peu comme des intercalaires de ces périodes-là. Peut-être, hein, clairement. Mais, Et en même temps, il y a une universalité, je trouve, dans le propos oui, tu pourras toujours le regarder, 15 ans après, il pourra toujours être pertinent. C'est ça. Mais ce sera un peu un marqueur comme The Dark Knight, par exemple, et est toujours pertinent aujourd'hui. Mm. Mais ça reste un film assez Bah, c'est très post-11 septembre, voilà, quoi. du Mais 11 comme septembre. l'était le premier Spider-Man ou même le 2, Voilà. des films comme ça. Et clairement, mais ça se ressent en même temps que le film est... Enfin, Paul Thomas Anderson, c'est un cinéaste qui est un peu plus vieux, mine de rien, que Ari Aster ou d'autres metteurs en scène qui font vraiment partie, pour le coup, je trouve, de façon très intéressante, de cette génération qui voit l'Amérique au jour le jour et conçoit des scripts, en fait, qui relatent un petit peu l'évolution de cette Amérique-là. Ce que je trouve intelligent, c'est que Pitié, son propos ici, c'est au-delà de parler de l'Amérique, c'est de parler de cette idée de révolution. Mm. Et encore une fois, ça ajoute une strate supplémentaire de lecture, c'est-à-dire que c'est un film qui parle de changer le système. Et de changer pas uniquement un système américain, mais de changer un système global, de se dire ce qui fait les rouages aujourd'hui d'une société n'est pas figé dans le temps. C'est quelque chose qu'on peut constamment faire évoluer. Et c'est d'ailleurs leur motto constant à ces personnages, c'est de dire la révolution, elle est constante. Quand tu entends la mère de Perfidia qui te dit ma fille fait partie d'une génération, d'une filiation de femmes révolutionnaires. Toi, tu es un mec qui est ancré dans son temps. C'est très intelligent justement d'amener tous ces trucs-là. Et la strate qu'on peut rajouter en plus, et moi c'est ce que je trouve fort, c'est que donc il y a cette strate politique, cette strate révolutionnaire universelle, et derrière, il raconte juste aussi une histoire. Intime, Ouais, il raconte juste une histoire de famille déchirée par la Révolution et qui se retrouve perdue au milieu de tout ça, avec une enfant qui pendant 16 ans va ne pas connaître sa mère, et d'un seul coup va découvrir son histoire parce qu'un militaire qu'elle aurait fréquenté lorsqu'elle était plus jeune veut absolument la récupérer pour on ne sait quelle raison, et que son papa, il faudrait qu'il soit éliminé de l'équation parce que, pareil, elle ne sait pas pourquoi. Et c'est très intelligent parce que, encore une fois, moi, c'est ce que je trouve fort avec Pitié, c'est que il est capable de concevoir cette histoire et toujours prendre le temps de raconter les personnages. De se dire, faut pas qu'un personnage, ça soit juste une fonction. Faut qu'il ait une vraie évolution, un vrai parcours. Et Lockjaw, pour le coup, je trouve que c'est un des antagonistes les plus intelligents que j'ai vu depuis très longtemps dans un film de ce genre, en tout cas. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage parce que il me faisait penser un peu à une caricature telle qu'on pourrait l'avoir dans South Park, en fait. Complètement. Enfin, il y a un côté, en plus dans sa façon de marcher, il y a un côté Même vraiment rigide. c'est toc avec des... Ouais. Sean Penn, enfin on y reviendra, mais enfin, il donne vraiment corps à ce truc-là. Et dans l'écriture, ouais, il y a vraiment un truc, comme pouvait l'être un peu Eddington aussi d'une certaine manière. T'as l'impression que c'est un... Alors c'était un peu plus guignolesque dans Eddington encore, mais t'as le côté un peu South Park en live action, quoi. Ah bah t'as le côté très caricatural et vraiment appuyé. Et là, ce qui est intelligent, c'est que ce qui pourrait devenir de la caricature et donc faire perdre de la crédibilité à ce personnage devient juste en fait un terreau pour Paul Thomas Anderson pour le rendre juste encore plus méchant
plus antipathique et de voir justement jusqu'où il va être capable d'aller. Mais pour moi, c'est ce qui traduit la globalité de ces personnages. En fait, ces personnages, ils sont constamment sur une corde raide où ils pourraient vite devenir des caricatures, ou si ce n'est des caricatures, des archétypes un peu bancals. Mais Paul Thomas Anderson a toujours le bon truc au bon moment pour en faire des personnages qui ont du charisme. Exemple, le Sensei. C'est un personnage qui, sur le papier, est un personnage de Thomas Pynchon. Hein. Je veux dire, là, pour le coup, on est vraiment sur quasiment le même personnage qu'avait Benicio del Toro dans Inherent Vice. Mais il est toujours traité avec lucidité. Et il a toujours énormément de charisme et de charme. Et j'étais en train de me dire, à chaque moment, ce personnage, c'est peut-être pareil, un des personnages les mieux écrits que j'ai vu depuis très longtemps. Et pareil pour Charline, pareil pour Perfidia, qui je trouve est un personnage ultra charismatique, et a une scène d'introduction qui est à mourir de rire. Enfin... Mets-toi au garde à vous, moi j'étais plié, vraiment elle m'a tué cette scène et pareil c'est un film qui a des petites punchlines à certains moments qui je trouve sont extrêmement drôles et très bien amenés. Mais pour moi encore une fois, enfin voilà vous le voyez je suis pas du tout objectif, moi dans ma tête c'est Paul Thomas Anderson et pour moi de bout en bout c'est un script qui démontre une nouvelle fois son savoir-faire dans la composition des personnages, dans la structure dramatique et dans le contexte. Il sait structurer ces trois éléments-là pour faire en sorte que ces scénarios, tu sois fasciné en fait du début à la fin par cette histoire. Et puis c'est justement les différentes émotions dont je parlais tout à l'heure, elles sont articulées avec ce scénario-là en fait où tu passes d'un... et c'est vraiment quand à la fin tu as une vue d'ensemble sur ce que tu viens de voir, que tu te dis ouais, c'était plutôt... moi j'ai trouvé ça très touchant, tu vois, la finalité. Le fait que, bon, on va pas spoiler, mais qu'il y ait une acceptation en fait du personnage. Et puis que, cette résolution-là, en fait, je l'ai trouvée assez touchante, en fait. Ouais. Mais de manière générale, moi, c'est ce qui... Et ça fonctionne par rapport à tout ce qu'il y a eu avant. C'est ça. Toutes les émotions. C'est un script qui fonctionne avec une globalité. Et quand tu arrives à la fin, tu te dis pas le message final, il a pas de sens. Tu te dis qu'il a une vraie cohérence parce que le héros et les héros qui l'accompagnent ont vécu des histoires tellement folles et tellement rocambolesques que quand tu arrives à cette fin, tu te dis, elle est parfaite, quoi. Mais... Voilà, j'ai pas d'objectivité. Moi, je trouve que le cinéma de Paul Thomas Anderson est un des cinémas les plus riches à l'heure actuelle qu'on ait à Hollywood. Et c'est encore, mine de rien, je trouve une petite anomalie qu'un tel metteur en scène avec des telles idées et une telle radicalité de composition et de propos arrive à faire passer des scripts comme ça. Moi, dans ma tête, je me dis toujours, un mec, je le vois débarquer avec un script comme ça, on pourrait se dire, non, c'est trop perché. Et en fait, vu que Paul Thomas Anderson, il est très concret dans ses idées et que c'est un metteur en scène et un auteur qui sait exactement comment faire en sorte que ces scripts aient une cohérence du début à la fin. Lorsque tu commences, tu te dis c'est trop perché ton truc. Lorsque tu arrives à la fin, tu as fait ok, je signe, merci, enchanté. C'est ce que je trouve génial avec son cinéma. Mais c'est un bon signe hein, que ce soit encore produit. Quoi. Ouais. Je sais plus pour quel film il y a longtemps. Hein. Peut-être même pour. Je crois que c'était pour The Irishman. Ouais. On avait fait la critique ensemble. Et on a eu cette réflexion de se dire c'est triste en fait que des gros films, en termes de production, de budget. Et même de longueur. Et de longueur. Ambitieux, formellement, narrativement, artistiquement, etc. Soient relégués sur soit pas du tout produits, soit sur les plateformes. Et là, au final, c'est... de voir une bonne nouvelle. Ouais, de voir qu'il y a eu des films comme Killers of the Flower Moon et comme One Battle After Another qui puissent avoir l'opportunité de pouvoir sortir en salle avec quand même des ambitions dramatiques, tragiques et esthétiques aussi denses. Ouais, comme tu dis, ça fait vraiment du bien. En termes de mise en scène... C'est nul à chier. Je vais essayer de te laisser parler parce que sinon moi ça va être que des superlatifs. Je vais encore être un fou furieux de Paul Thomas Anderson. C'est brillant, c'est beau, c'est puissant, c'est rythmé, c'est... En fait, je repense toujours à ces phrases que j'avais lues à une époque où je m'intéressais beaucoup à Paul Thomas Anderson et où dans ses premiers films, notamment Boogie Nights, il y avait des critiques qui étaient assez virulentes et qui avaient dit que c'était du sous-Scorsese. C'était assez méchant, je trouvais. En même temps, on pouvait le comprendre. Parce que c'est vrai que les deux, il le reconnaissait lui-même et clairement, il y avait une filiation, mais il y avait le style Paul Thomas Anderson aussi qui transpirait clairement. Bon Dieu, la puissance et la justesse de One Battle After Another qui, vraiment, pour le coup, Paul Thomas Anderson peut se targuer d'être quasiment au même niveau que Scorsese dans certains niveaux de technicité ou de maîtrise. Cette scène d'introduction... Ouais, comme j'ai dit, moi, elle m'a subjugué, elle m'a transporté. Et tout du long du film, j'étais en train de me dire, la technicité, elle est parfaite. On a un travail du cadrage qui est minutieux, qui est
qui est parfait. Il y a un travail de montage qui également est super bien rythmé. Il y a un travail, juste le fait qu'il tourne encore en pellicule et que ça soit pas uniquement gadget, que ça donne vraiment une texture, une patine et une identité au long métrage. C'est du Panavision en plus. Oui, c'est ça. En plus, il a été en plus rechercher un vieux format Comme The Brutalist. Exactement, comme The Brutalist. The Brutalist aussi est allé chercher du Panavision. C'est des metteurs en scène qui ont une ambition et Paul Thomas Anderson, c'est clairement un petit cran au-dessus qui démontre une nouvelle fois que lorsqu'il veut aller chercher un format, c'est pas uniquement gadget, c'est aussi pour servir une esthétique et une sensibilité et un regard. De toute façon, maintenant, ça va faire... si je dis pas de bêtises, je pense que ça fait depuis There Will Be Blood. Enfin, il n'y avait que Licorice Pizza où il avait retourné en scope, sinon maintenant il fait que des films en flat. Oui, c'est que des films en flat, parce que je pense qu'il a envie de recentrer ses récits sur des humains et de moins être dans le grandiose. Je pense que Licorice Pizza, c'était comme quand il avait fait Hard Eight, son premier film, c'était vraiment son délire. Le cinéma, ça doit être du scope, ça doit être un grand format. There Will Be Blood était en scope. Ouais, tout à fait. There Will Be Blood était en scope, Magnolia était en scope, Boogie Nights était en scope, Hard Eight était en scope, Punch Drunk Love était en scope. En fait, c'est que depuis Inherent Vice qui s'était mis au flat. The Master, peut-être. Inherent Vice d'abord et The Master ensuite, ou The Master Inherent Vice? Je crois que c'est The Master. Oui, c'est vrai, c'est dès The Master. Mais pareil, c'est parce que dès The Master, il avait besoin de recentrer son récit sur des êtres humains. The Master, il y a eu comme une rupture aussi dans sa mise en scène. Enfin, il était plus épuré. Ce qui a beaucoup dérangé à l'époque. Je me rappelle que le moment où il est passé sur The Master, il y a beaucoup de gens qui ont dit il est trop perché, ses histoires sont moins intéressantes. Enfin, c'était en même temps un récit très surprenant, The Master. C'est d'un seul coup, on passe d'un cinéaste qui veut raconter des grandes histoires américaines grandioses avec un très grand format et une radicalité de point de vue et d'esthétique qui impressionne, à je veux juste raconter l'histoire d'un mouvement et se concentrer sur un mec qui revient de la guerre, qui est traumatisé par ça. Et ça avait beaucoup perturbé. Et de toute façon, depuis The Master, il fait des récits beaucoup plus humains et beaucoup plus accrochés, entre guillemets, à la réalité que ce qu'il pouvait faire avant, où il aimait bien, au contraire, le décalage et le grandiose. On ne peut pas dire que les récits comme Magnolia, Boogie Nights ou Punch Drunk Love soient des récits crédibles. C'est des récits souvent fantasmagoriques, ou si ce n'est fantasmagoriques, très cinématographiques. Boogie Nights étant l'illustration parfaite du Rise and Fall, et Punch Drunk Love étant une comédie romantique complètement déjantée à la Paul Thomas Anderson, où tu n'as quasiment aucun dialogue entre les deux personnages. Mais là, moi, je trouve qu'il y a quand même un côté un peu fable aussi. Ah bah complètement. Je trouve un petit peu. Complètement. Notamment, comme tu l'évoquais si bien dans les prémices de la vidéo, mais dans le mélange des genres. C'est un film qui est aussi bien un thriller qu'un film d'action, qu'une comédie, qu'une satire, qu'un drame politique, qu'un drame social, qu'une tragédie. Enfin, c'est impossible de mettre ce film dans une case. Demandez-moi de vous dire de quel genre est One Battle After Another, je vous dirais c'est tout ce que vous voulez. Vous voulez voir une comédie, allez voir une bataille après l'autre. Vous voulez voir un thriller, allez voir une bataille après l'autre. Vous voulez aller voir un film d'action, allez voir une bataille après l'autre. Et ça finira comme ça. Non, c'est... Effectivement, en termes de mise en scène, il a presque un point d'équilibre entre ce qu'il a pu faire dans sa première partie de carrière, donc avant The Master, et ce qui l'a nourri depuis The Master. Il y a un peu de tout ça qui se mélange, mais comme il avait retrouvé un peu avec Licorice Pizza, un peu son énergie de première partie de carrière, là il y a quand même une espèce de synthèse qui se fait sur tout l'ensemble, je trouve. Ouais. Il retrouve un peu le côté fable et un peu... comme tu disais, un peu exagéré de Magnolia, Punch Drunk Love et tout ça. Mais à la fois, il est à hauteur d'homme. Il quitte jamais, en fait, réellement les personnages. Et même quand il a des points de vue assez surprenants, moi je pense à certains plans zénithaux qui sont vraiment faits en mode comme si on était la police. C'est pareil, c'est dans une logique de crédibilité, c'est-à-dire que c'est comme si on était du point de vue d'un hélicoptère de police. Oui, des fois il y a des dézooms. C'est ça, c'est ça. Et sinon, le reste du temps, il est vraiment à hauteur de regard. Et c'est assez impressionnant du coup, parce que ça donne aussi de l'envergure à tout ce qu'il filme, parce que, comme je l'évoquais un petit peu avant, Paul Thomas Anderson, c'est quelqu'un qui est accroché à l'idée de faire du cinéma un peu à l'ancienne. Et donc tout ce qui est effets spéciaux, course-poursuite, cascades, etc., ça sent en fait qu'il y a pas ou peu de numérique. C'est assez impressionnant, mais il y a des scènes où vraiment c'est des vraies scènes d'envergure, quoi. Il y a des scènes de manif, il y a des instants où il y a des courses-poursuites en bagnole, tu te dis ouais, ok, d'accord, je suis bien tendu. D'ailleurs, il réinvente presque la façon de filmer des courses-poursuites à la fin. Ah bah c'est Enfin, hypnotisant. C'est le mot que j'utilise. Il y a un côté un peu...
Ouais, je sais pas, mince, je sais plus, j'avais une idée d'un film un peu plus ancien, un peu Nouvelle Hollywood, quoi. Ah, moi, ça me rappelait un peu Point Limite Zéro dans la manière de filmer Ouais, la route. Parce que ok. vraiment, la route dans Point Limite Zéro, c'est quasiment un personnage à part entière. Je vous conseille de voir ce film. En gros, c'est une espèce de course-poursuite non-stop qui a beaucoup influencé Boulevard de la Mort. Et là-dedans, je trouvais qu'il y avait un travail autour de filmer la route Mm. qui était très impressionnant parce qu'il filmait vraiment des grandes lignes droites et il arrivait à leur donner une perspective. Mm. Et je trouve qu'ici, Paul Thomas Anderson, pareil, ces scènes-là, c'est des scènes où en gros les routes font ça constamment. Et il donne une perspective qui est assez surprenante et qui, par le biais du décor, crée de la tension. Mm. Oui, parce que tu sais jamais ce qui va arriver derrière C'est la ça. colline. Ouais. Et non, c'est plutôt parce qu'il, enfin justement, il y a un côté, une bosse, deux bosses. Enfin, t'épouses vraiment le point de vue subjectif de la voiture. Donc tu sais pas trop ce qui va arriver. Puis à un moment, voilà, il y a ce qui se passe. Mais et il y a un peu un côté comme ça. Bah, tu parlais de Boulevard de la Mort, mais c'était Tarantino, je crois, qui avait monté certaines courses-poursuites de Boulevard de la Mort comme des actes de masturbation, avec la jouissance à la fin. Bah, c'est un peu ça. Tu vois, Ah il y a le côté où bah... ça monte, ça monte, ça monte, et puis à la fin, voilà. Voilà, voilà ce qui se passe. Ça casse, Désolé comme pour on dit. l'analogie. Oui, mais t'as raison en plus. Enfin, mais le film a de manière globale, de toute façon, tout un travail autour du sexe qui est plutôt bien amené, je trouve, par Paul Oui. Thomas Anderson, et qui est très burlesque. C'est pas facile, je pense, foncièrement au cinéma, dans un film qui plus est potentiellement grand public, de faire rire avec quelque chose d'aussi ambigu que le sexe. Et je trouve qu'il y a des scènes où vraiment tu Mais rigoles dès le départ. dès le début, dès l'introduction. Il y a notamment une scène que je trouve assez géniale avec le Joe et Perfidia qui... Voilà, je vous dirai pas ce qui se passe, mais disons que moi je me suis tapé une belle grosse barre aussi en voyant cette scène. Et de manière globale, il y a un travail autour de Lockjaw qui je trouve est très très drôle de ce côté-là, qui en fait une espèce d'immense frustré de la vie qui... Bah, parce qu'il représente aussi une forme de... À la fois, il est profondément raciste. Donc, enfin, bon, on le voit, il est C'est rapproché même plus par... du racisme à ce stade-là, c'est du suprémaciste. Là, Voilà, il est approché par des suprémacistes blancs pour différentes Devenir un missions. aventurier de Noël quand même. Un Hein. aventurier de Noël. Et puis, effectivement, il y a un côté un peu incel, tu vois, chez lui. Ah oui, complètement, mais c'est assumé. Hein. Alors que pourtant, derrière, c'est un homme blanc qui couche avec une femme noire. Oui, mais c'est justement tout. C'est tout le propos. C'est ça qui rend le truc encore plus drôle en plus. Et après, juste pour pointer un truc du doigt, pour compléter un petit peu ce que tu disais au début, dans le sens où c'est un film un peu synthèse, je pense, d'une partie de la filmographie de Pitié, de rendre hommage au cinéma de manière très subtile et presque imperceptible, en fait, je pense, pour la majorité des spectateurs, parce que il y a plein de lieux de tournage de ce film qui font penser à d'autres grands films. La maison dans laquelle se retrouve Perfidia pour être réfugié, entre guillemets, ou témoin à charge, je suis persuadé que c'est quasiment la même à l'identique que la maison dans laquelle se retrouve le personnage de Ray Liotta dans Les Affranchis. Pareil, Ah ouais. la route de fin, c'est la même route dans laquelle se passe la séquence d'introduction de No Country for Old Men. Et il y a plein de plans comme ça où j'étais en train de me dire, c'est bizarre. Ce lieu me rappelle quelque chose, me rappelle une scène de film, me rappelle un extrait de film que j'ai vu avant. Et je pense que de façon personnelle et intime, Paul Thomas Anderson a voulu rendre hommage au cinéma. En plus de faire une synthèse de son travail artistique depuis maintenant, j'ai pas envie de me faire mal, mais quasiment 30 ans. Oh la vache, 32 ans. Oh punaise, pardon. Mais il l'a toujours fait, parce que tu vois, il y avait Scorsese, comme tu disais, sur ses premiers films, il y avait Robert Altman et tout. Donc il a toujours. Ah bah, il a toujours essayé d'amener ses références, mais c'est vrai que la plupart du temps, ça se sentait plus dans la technicité de ses films, pas forcément dans les lieux. Et là, je pense que vu que maintenant il a dépassé ce stade-là, c'est plus un cinéaste influencé, c'est un cinéaste qui influence. Il arrive quand même maintenant à trouver un autre moyen de rendre hommage à ses idoles en calant des petits trucs comme ça à gauche ou à droite, des petits clins d'œil, des hommages, des références, voilà, en utilisant des acteurs aussi de manière détournée. Enfin, Mais c'est pas lourdingue, quoi. ah non, c'est pas du tout lourdingue. C'est pas du tout lourdingue et au contraire, ça accompagne le récit. Tout comme pour faire le lien, la musique de Johnny Greenwood est une musique très expérimentale et très surprenante qui accompagne parfaitement l'action du film. Et surtout, c'est un film qui a constamment de la musique, je crois. Il y a très peu de moments où il y a peu de musique. Mais c'est un film qui joue très très bien entre musique diégétique et extra-diégétique. Utiliser des morceaux dans la continuité du récit et rajouter la musique de Johnny Greenwood par-dessus pour accompagner tout ça. C'est pareil, ça fait partie des trucs où j'étais en train de me dire... Ça met en tension pendant tout le... C'est ça, mais ça crée une espèce de... Comme un métronome, en fait. Ouais. Ah bah il y a des moments où carrément la musique elle est réglée comme un métronome, hein, et c'est assez Il y a impressionnant. des petites ruptures des fois et ça repart. Mm. Enfin ouais, c'est assez, Ah bah, assez intéressant. pour moi c'est assez génial, il y a des moments où j'étais en train de me dire mais... Et c'est pour ça aussi, c'est un point que j'ai pas encore dit, mais 2h40, n'ayez pas peur.
vous n'allez pas les voir passer les Ouais, ça passe 2h40. très vite, c'est vrai. C'est tellement bien rythmé par tout ce qu'on vient de dire que les 2h40, vous n'allez pas les voir passer. Et limite, à la fin, vous allez vous dire, j'en prendrais bien 20, 30, 40 minutes de plus. Fais-moi un uncut de 3h40 d'une bataille. 6 heures d'une bataille après l'autre. Pourquoi pas? Et avec tout ça, ben forcément, il faut qu'on parle de ce casting qui est tout simplement exceptionnel, qui mélange vraiment, comme tu l'as très bien évoqué au début, des grands pontes du cinéma américain, mais également une nouvelle génération. Pour faire le lien avec son précédent métrage, on va citer la présence de Alana Haim dans le casting, qui joue donc May, qui est une des révolutionnaires, et qui était déjà l'une des actrices principales de Licorice Pizza, qui était vraiment exceptionnelle dedans. On va citer dans les rôles des révolutionnaires Wood Harris, Starletta Dupois, James Ratterman, Paul Grimstad, ainsi que D.W. Moffett, qui sont tous vraiment très très bons. On peut citer donc Chase Infinity. Qui est vraiment... Pour moi, c'est vraiment le cœur du film. Ah bah c'est la révélation de ce long métrage. De toute façon, c'est une jeune actrice qui a un talent en puissance. Et mine de rien, en fait, à part Presumed Innocent comme série, ça, je l'ai pas vu. elle a rien fait d'autre. Ouais. Donc je pense qu'elle va avoir un boulevard devant elle. On va la revoir très souvent, hein, ça serait pas étonnant. On peut citer Teyana Taylor, qui joue donc Perfidia. Très impressionnante aussi. Ouais, elle a une présence... Elle s'est hypnotisant les premières scènes d'intro, comme je disais. Tout dans le regard, en fait. Et dans les fesses pour Sean Payne. Voilà, mais, ça c'est un... mais du coup, elle a un truc, une intensité vraiment dans le regard. Elle a une présence physique à l'écran, moi, qui m'a vraiment scotché, hein, du début à la fin. On peut citer aussi Regina Hall dans le rôle de Deandra, qui est une des collaboratrices donc, de Pat et de Perfidia, qui est vraiment excellente elle aussi. Mais Regina Hall, c'est une très grande actrice, qui malheureusement a pas assez chez nous de films pour la mettre en avant. Scary Movie quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire, on s'en souviendra surtout pour Scary Movie, mais elle a plein d'autres rôles très intéressants et je vous invite à regarder sa filmographie. Et après, Sean Penn. Est-ce qu'il y a besoin, encore une fois, de dire que Sean Penn, même s'il a eu des sacrées casseroles à une époque et qu'il a fait une énorme daube qui s'appelle Last Face, je l'ai même pas regardé. Ne regarde pas, ça sert à rien, ça sert à rien. En fait, Sean Penn, faisait partie de mes 5 acteurs préférés. Avec DiCaprio. Comme quoi. Et puis 3 autres, voilà. Mais il faisait partie de ces acteurs-là que j'aimais beaucoup parce qu'il joue sur un côté où une sorte d'imprévisibilité en fait dans le jeu. Et alors j'ai pas vu The Last Face, d'ailleurs il jouait pas dedans je crois. Non, il réalisait seulement. Mais j'avais vu un film avec Mel Gibson où il jouait un professeur et je sais plus comment ça s'appelait, enfin un truc. Oui, je l'ai plus, mais oui. Et où il en faisait des caisses, et je me suis dit, waouh. Enfin, du coup, il y avait un cap entre ce que j'aimais chez lui et ce côté où il se caricaturait. En fait, c'est le souci, c'est que Sean Penn, c'est un acteur qui, s'il n'est pas bien dirigé, tombe vite dans la caricature. Voilà. Et paradoxalement, c'est un très bon directeur d'acteur, parce que lorsqu'on regarde la plupart de ses films, à part The Last Face, encore une fois, il dirige très très bien ses acteurs et il arrive vraiment à les emmener dans des retranchements où tu te dis, Emile Hirsch, s'il est devenu une icône pendant un temps d'une génération, c'est par le biais de Sean Penn, mine de rien, faut le garder en tête. Et du coup, là, il arrive vraiment à... Pourtant, il est dans un rôle vraiment... Voilà, enfin, c'est quand même un rôle avec des grosses couilles, quoi. Ouais, puis c'est un gros morceau, honnêtement, en termes de... Enfin, il aurait pu tomber sur... clairement, il aurait été dirigé, effectivement, par un mauvais réalisateur, il aurait pu vraiment tomber à plat. Pour le coup, non, je trouve qu'il revient vraiment à un truc que j'aimais beaucoup chez lui. Ouais, toute cette digression pour ça. Et je voudrais juste saluer parce que j'ai dû voir le film en VF, donc je le reverrai en VO, ne t'inquiète pas, Reggie Goria. Et du coup, je voulais juste rendre hommage à son doubleur qui est Emmanuel Carsen et qui a dû décéder, à mon avis, pas longtemps après avoir fait ce dernier doublage. Voilà. Et qui, ça se ressent un peu. J'imagine, ouais, ça doit avoir un goût un peu particulier. Hein, mais ça renforce un peu ce côté parce qu'il le double depuis peut-être une trentaine d'années aujourd'hui. Donc voilà. On va citer ensuite Benicio del Toro. Oui. Qui est drôle. Qui a vraiment un personnage qui est un peu lunaire, qui se balade un petit peu au milieu de tout ça de façon très amusante, mais fonctionne extrêmement bien. Et encore une fois, il démontre que c'est au-delà d'être un grand acteur, c'est un acteur qui a une palette de jeux absolument folle. Il a un potentiel comique assez... oui, non mais oui. Enfin, en gros, les scènes, il a quasiment toutes ces scènes avec DiCaprio. C'est ça. Les scènes qu'il partage, parce qu'il n'est pas trop présent dans le film. Non, il doit rester peut-être 20 minutes. Et encore 20 minutes, t'es généreux. Moi, j'aurais plus dit 10-15. Hein. Ouais. On voit pas tant que ça. Hein. Et la dynamique qu'il y a entre les deux, elle est excellente. Ah elle est géniale, elle est géniale. Et donc forcément, il faut parler de Leonardo DiCaprio, qui finalement est présent dans le film,
Mais il y a presque des moments où il se fait quand même bien voler la vedette par Chopin ou même par Chase Infinity. Enfin, Parce qu'en fait, alors effectivement, on épouse un peu son point de vue, mais à un moment, comme l'histoire dépasse son personnage, à un moment donné, il est un peu mis de côté par les événements. Donc, et je me dis que c'est bien dosé parce que il y a un moment où son personnage, parce que du coup, il y a l'introduction du film où il est encore dans la fleur de l'âge et puis les idées claires, on va dire. Il s'appelle Ghetto Pat. Et en fait, on le retrouve 16 ans plus tard quand la petite a grandi. Où là, en fait, son cerveau a arrêté de tourner, je pense. Son cerveau a pris beaucoup de drogue. Il aime bien la pipe à crack, quoi, dirons-nous. Et en fait, à partir de là, en fait, le personnage devient la source comique humoristique du film, quoi. Il devient un vrai personnage de roman Gonzo à la Thomas Pynchon, pour le coup. Ça devient vraiment le mec paumé au milieu d'actions survoltées et il est incapable de comprendre réellement ce qui se passe. Et quand on lui demande des phrases codées, quelle heure est-il? Mais qu'est-ce que j'en sais, l'heure qu'il est? Moi, ça fait 16 ans que j'ai pas eu besoin de répéter le manuel. Quelle heure est-il? Mais ta gueule! Ah ouais. Non, mais du coup, je trouve que DiCaprio, il joue jamais aussi bien que quand il joue un mec au pied du mur, un peu loser et tout ça. Ah bah complètement. Donc, mais là, il est vraiment excellent. C'est ce qui montre que DiCaprio, c'est un grand acteur. Et après, il a d'autres casseroles dans la réalité qui nous dépassent un peu en tant que spectateur. Mais en tant qu'acteur, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de se dépasser pour un rôle et surtout de se mettre en danger. Parce que je l'évoquais à Kevin hors caméra, mais en fait, il l'expliquait, c'est une des rares fois en fait, où il n'a pas pu utiliser sa méthode habituelle, donc la méthode, vraiment, pour se plonger dans le personnage, parce qu'en fait, c'était pas possible au vu du calibre du personnage et de tout ce qu'il traverse. Et je peux comprendre, parce que je sais que Joaquin Phoenix, quand il avait joué dans Inherent Vice, il avait été très perturbé aussi par la logique qui habitait son personnage. Il s'était dit, comment je fais, quoi, je suis paumé. C'est pas du tout comme The Master où tu me demandes d'interpréter un personnage de façon un peu classique. Là, au contraire, le personnage, il est complètement éclaté, il part dans tous les sens. Et ça se voit que DiCaprio n'utilise pas la même méthode que d'habitude, parce qu'on sent qu'il y a une spontanéité et une justesse de jeu très différente qu'on a l'habitude plus de voir dans son jeu chez Scorsese, où pour le coup, là, c'est vraiment, il utilise la méthode et il y va à l'ancienne. Surtout que son dernier film, c'était Killers of the Flower Moon. C'est ça, où là, pour le coup, c'était vraiment la méthode. La méthode à fond la caisse. Là, oui, effectivement, il y a plus de lâcher prise et tant mieux. Ouais, tant mieux, parce que ça sert réellement le film. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de Une bataille après l'autre? Que pour l'instant, il est dans les 3 premiers de l'année. Il est dans le top 1. Voilà. Non, mais qu'au final, j'ai beaucoup attendu le film. Dès que les premières photos de tournage étaient sorties, j'étais assez intrigué parce qu'on voyait un peu le look improbable de DiCaprio, etc. Ouais, j'ai pas été déçu. Je trouve que Paul Thomas Anderson, il est jamais là où on l'attend. Que là, il arrive à la fois, comme on disait, faire une synthèse un peu de tout son cinéma, enfin, en tout cas des approches qu'il peut avoir dans son cinéma, et à la fois à proposer quand même beaucoup de fraîcheur. Ouais. Par le biais de l'humour, par le biais de plein d'artifices de cinéma qui font que ça marche toujours, quoi. Juste vous dire d'aller le voir. Quittez votre fauteuil là ou votre téléphone et allez en salle. Je vois pas de meilleur moyen que ça pour vous dire que c'est vraiment exceptionnel Une bataille après l'autre. Je pense que vraiment quand on va arriver à la fin de l'année et que chacun de notre côté on va faire notre bilan, je pense que lui il va rester, quoi. Il va vraiment rester et on va se dire ce film là il est pas comme les autres. Il y en a plein qui sont bien cette année de film. Il y a eu des curiosités, il y a eu des choses étonnantes parfois et vraiment qui sortaient de nulle part. Mais celui-là, pour moi, il va vraiment être parmi les meilleurs de l'année, clairement, parce qu'on est sur un long métrage qui explore beaucoup de choses, et d'une grande richesse, et d'une grande maîtrise, qui est beau, puissant, intense. Enfin, c'est un grand film, tout simplement. Donc Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, foncez, n'hésitez pas, allez-y. Merci mon cher Kevin. Merci à toi pour l'invitation. C'est un plaisir de se revoir, enfin. J'espère qu'on n'aura pas encore à attendre 6 mois pour se revoir. Non. Inch'Allah. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Salut. Bon, et sur ce, je vais aller chercher ma pipe à crack pour décompresser. T'en as une?